Salut, je m'appelle Fabien Olicard et dans cette série de vidéos, on va dans le cerveau des gens et des gens qui ont un cerveau qui m'intéresse particulièrement. Aujourd'hui, on va visiter le cerveau d'un humoriste qui s'est mis à faire des vidéos il y a quelques années sur internet, les Didons Internet. Dis donc Internet, cette semaine je suis à Carpentras. C'est Verino. Donc c'est parti, on rentre dans le cerveau de Verino pour le retrouver. Bien écoutez, merci de me recevoir. Dans votre propre cerveau. Et en fait, l'idée, c'est d'être vraiment comme ça dans ton cerveau. Et comme ça, quand tu vas penser à des choses, ça va pouvoir apparaître ou pas. Ça dépend si Moi, on a les images. moi je serais chaud pour regarder la couleur. Hein. C'est à peu près ça ce qui se passe vraiment dans mon cerveau, en permanence. Une espèce de plat comme ça. Est-ce que durant une seconde, on peut voir l'arrière de ton cerveau? Hop, hop, c'est terminé. Voilà, on a vu la pas vraie une seconde. couleur. Enfin, on va pas chipoter. Nous allons, Verino, regarder ton lobe pariétal qui gère les sensations, les émotions. J'ai regardé, j'ai joué le jeu avec toi. C'est incroyable. Oui, c'est là qu'on l'a mis. Quelle est la sensation ou l'émotion la plus extrême ou intense que tu aies ressentie hors orgasme? Ah, oh. Je pense que la fin de mon Olympia en 2013 a été un vrai choc de sensations. Et la naissance de mes enfants, évidemment, la rencontre avec ma femme, évidemment. La rencontre avec ta femme? Ah ouais. Non, mais ça c'est intéressant parce que a posteriori, tu pourrais dire, écoute, voilà, ça fait très longtemps, j'ai trouvé la femme de ma vie, mais au moment où tu la rencontres, c'est déjà ouf ce moment-là. Ouais. Incroyable. En plus, je bénéficie d'un truc extraordinaire, c'est qu'on a 17 ans. Enfin, tu vois. Oui, donc t'es complètement ouvert, t'es pas un vieux de 30 ans qui fait attends, est-ce que c'est rentable pour moi cette relation? Là, on était juste dans la découverte totale, dans le laisser aller, dans le et donc ouais, je me souviens de ça. J'ai un machin. Qu'est-ce qu'on va faire de ces deux trucs-là? Tant pis pour le bac. C'était un moment clé, ouais. Non, mais c'est fou de se dire, ok, dès en la rencontrant, ce qui explique aussi la longévité de votre relation à 17 ans. Bah peut-être pas, je crois qu'il y a des tas de couples où d'un coup ça flash. Non, je pense que ce qui explique plus la longévité de notre relation, c'est notre écoute, quoi. C'est notre capacité à comprendre les enjeux, les problèmes du couple, parce qu'il y en a tout le temps. Quel que soit le... Je dirais même que ça pourrait être un poids de se rencontrer à ce moment-là et de faire « Waouh, génial !» en espérant que ce soit « Waouh, génial !» toute la vie. Non, en vrai, il y a des moments de creux, des moments durs, des moments vraiment de boulot, quoi, où tu dois travailler ton couple. Tu décides que ton couple, il fonctionne, en fait. C'est ça. Ouais. Tu décides de faire en sorte que cette femme dans laquelle tu as cru, ce couple dans lequel tu as cru, parce que c'est pas en elle que j'ai cru, c'est vraiment dans notre couple, bah, il faut faire en sorte qu'il perdure comme une carrière. Vraiment, pour moi, il y a un truc très proche. Tu as démarré ta carrière, tu t'es dit c'est génial, tu es monté sur scène le premier coup, c'était merveilleux ou pas, je sais pas comment s'est passée ta carrière. Ça tient à l'énergie, à l'impro, puis petit à petit, en fait, il faut améliorer, c'est beau ce que tu dis. Et la fin de ton Olympia? Et la fin de mon Olympia, évidemment. Le Grand Rex, c'était pareil, un enjeu très fort, mais je crois que l'Olympia, c'était un enjeu presque de survie, parce que c'était un moment de ma carrière où j'avais pas le vent dans le dos. Et donc, j'ai décidé de me mettre cette contrainte-là. T'es un roi de la contrainte, toi, donc tu comprends bien. J'ai décidé de me mettre cette contrainte-là, de me dire, bah, tu sais quoi, en fait, on va monter, quoi. Plutôt que de se laisser descendre et attendre qu'il se passe quelque chose, on va créer quelque chose qui sera fort. Ça a été un vrai tournant, puisque la réussite est totale. Première vidéo sur YouTube, c'est comme ça, moi, que je suis arrivé sur YouTube. Il fallait chaque semaine que je poste un truc pour dire bah les gars voilà on a vendu 300 billets c'est ça. Et le cœur bat quoi. Et quand tu finis ça, c'est-à-dire qu'il y a le moment la veille où c'est complet, c'est merveilleux, et puis il y a le soir après le spectacle, parce que quand même pendant le spectacle t'as pas envie de te foirer quand tu te dis c'est ton Olympia, c'est dommage de passer à côté, et après le spectacle où là j'ai juste ce moment de bon bah a priori ça le fait. Maintenant regardons les rushs. C'est incroyable. On va passer dans tes réseaux neuronaux. Saurais-tu décrire comment la créativité prend vie dans ta tête? Est-ce que tu sais comment la créativité prend vie? Est-ce que tu sais la dompter? Est-ce que tu te connais assez? Non, c'est ça qui est un enfer. Mais en vrai, je dirais même pas, c'est pas de ma faute, quoi. C'est pas de ma faute si je suis bon, les gars. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est quand une vanne, elle arrive, j'ai juste suivi le chemin. C'est-à-dire que je me fais confiance. Ou je fais confiance à un truc quelque part qui se passe. Je prends mon ordi, j'écris quelque chose et je sais que ça va aboutir à quelque chose. Voilà. Et entre le je sais que ça va aboutir à quelque chose et le gratte, il y a beaucoup de déchets, beaucoup de trucs, et pouf, d'un coup, il y a une idée qui jaillit, tu sais pas pourquoi. Et puis, en écrivant cette idée-là, tu te rends compte qu'en fait, ça amène à une deuxième, puis il y a une troisième qui vient, puis il y a un running gag qui arrive dessus, et t'as 4 minutes. C'est un miracle. Okay. Mais c'est vraiment, la créativité, pour moi, c'est de l'abandon. Au début, c'était de la force. C'était il faut que ça rentre. Là, aujourd'hui, c'est de toute façon, je vais parler.
faisons en sorte de parler le mieux possible. Donc je rajoutais mes trucs, je réfléchis. J'ai vachement de créativité en jeu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je rentre dans le moment où je vais apprendre le texte, parce qu'il faut que je l'apprenne par cœur, parce que je n'ai pas le texte sous les yeux, donc je dois l'apprendre par cœur, sachant que je l'apprends le vendredi. Là, elle est toujours pas tournée. On est vendredi aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ouais. Et tu dois partir à cause de ça pour écrire. Je dois partir pour écrire cet après-midi, puisque ce soir, il faut que je l'apprenne. Donc le spectacle commence à 19h45. Il faut que le sketch soit su avant 19h45 pour pouvoir être ressorti 1h15 après le début du spectacle. Donc c'est vraiment... oui, c'est passé un milliard de choses et un milliard d'impro entre-temps. Ouais, toi, t'as appris le bottin. De quoi je parle de mémoire avec Fabien Olicard? Les gens rient moins quand je leur explique. Bizarrement, ils partent un par un. C'est quoi ton plus vieux souvenir en rapport avec le rire? Alors ça peut être ton premier rire, ou le premier spectacle que tu as vu, ou le jour où tu as décidé de monter sur scène. Et non, je dirais que c'est quand j'ai vu Bigard sur scène. Et ce souvenir, je ne sais plus, tellement j'y ai pensé, je ne sais plus s'il est fantasmé ou s'il est réel, mais je pense qu'il est réel. Je me souviens d'être chez moi, je devais avoir 7-8 ans, peut-être 6. Et en tout cas, c'est le moment où j'ai flashé sur le fait que le gars qui faisait des blagues gagnait de l'argent avec. Okay. C'est le moment où j'ai capté que c'était un métier. Un métier, ouais. Voilà. Rire, ouais, c'est cool, on fait, enfin tout ça. Mais là, d'un coup, il y a un mec qui fait marrer les gens, donc il y a plein de gens assis devant qui le regardent, et lui qui raconte quelque chose, qui déclenche une vague chez les gens. Et ça, c'est comme boulanger, pompier, c'est accessible. Ouais. C'est-à-dire que tu peux réellement monter sur scène et parler à des gens. Et ça, moi, ça me dépassait totalement. Alors maintenant, ça a parfois un peu vieilli parce que les temps entre les rires sont plus les mêmes qu'aujourd'hui, où nous, ça a un rire toutes les 3 secondes. Mais... le lobe temporal, du coup. Le lobe temporal qui gère quoi, celui-là ? Qui gère quoi ? Qui gère l'auditif, tout ce que tu entends. Et du coup, ma question, c'est que tu as la particularité donc d'écrire beaucoup. Et maintenant, depuis quelques années, ces 3 dernières années en tout cas, en plus en rapport avec l'actu de plus en plus. Okay. Et du coup, je me suis dit, quelle est la plus grosse connerie que tu y as entendue quand tu fais tes recherches, tu vois ? Moi, je crois que c'est Trump quand il a dit, au moment où la cathédrale brûlait, Notre-Dame, il a envoyé un tweet en disant aux pompiers, il faut agir vite. Et ça, vraiment, pour le coup, c'est le truc, j'ai vu ça, j'ai fait, ah bah non mais là, Donald. Et tu sais que ça a été un des déclencheurs de ma capacité à écrire sur l'actu, et même peut-être un peu sur du politique. Ça, parfois, je gratte un peu ces sujets-là, parce qu'en fait, j'ai une espèce de complexe. Je pense qu'on a tous été placés dans une espèce de complexe de pas capable de comprendre la politique. C'est-à-dire qu'il y a les gens, les technocrates qui s'occupent de ça. Nous, on est trop petits, on ne va pas capter. Et ça nous est inculqué quelque part. Depuis qu'on est tout petit, c'est des gars sur des posters, c'est des présidents, c'est des gens pour qui on vote, c'est des gens qui passent à la télé, qui font des belles phrases. On n'est pas capable de comprendre ce qu'ils font. Et ben, quand tu vois Trump, tu te dis peut-être que si. En fait, si. On va passer du côté du lobe frontal. C'est celui qui réfléchit le plus. C'est celui-là ? Ouais. Est-ce que tu penses que l'humour, ça doit s'imposer des limites, que ce soit en thème, en but, en engagement quelconque ? Est-ce qu'il y a un moment donné, tu te dis, même si ça peut être drôle, pour moi, l'humour n'a pas vocation à aller sur cette tranche-là, sur ce terrain-là ? En soi, pour moi, l'humour, c'est l'endroit où tu es le plus libre du monde. Il n'y a aucune contrainte. Il faut qu'il n'y ait aucune contrainte parce que chacun va choisir son humour. En fait, chacun décide. Ça ne sert à rien de demander à Michel s'il faut qu'il rire tout. Parce que Michel, il va te dire non, surtout pas, il ne faut pas rire des juifs. Puis il y en a un autre qui va te dire bah oui, mais alors là, du coup, ça bloque. Je pense que chacun décide de s'il faut rire de tout ou pas. Moi, mon credo, c'est de dire effectivement, il faut absolument qu'il n'y ait pas de limite. Je décide qu'au moment de la créativité, il n'y en ait pas. Maintenant, au moment de la livraison, c'est une autre histoire parce qu'il faut faire en sorte que ton discours soit entendu, compréhensible. Ça dépend de quel est ton objectif. Si ton objectif, c'est de faire que du rire, tu peux t'asseoir sur certaines choses qui, moi, me paraissent importantes. Par exemple, moi, il faut que avant le rire, on ait un sentiment, quand on me voit sur le plateau, de liberté. Je veux que les gens, ils me voient et qu'ils se disent « Putain, ça a l'air cool de ne pas se prendre la tête ». Parce que c'est ça mon principal message. Après, il y a du rire, c'est clair, mais mon principal message, c'est lâche l'affaire. La vie, elle est comme ça. Fais, te juge pas les gens. Fais ton truc, fais ce que tu peux. C'est ça mon principal message que j'ai envie d'envoyer. Donc pour ça, je suis prêt à m'asseoir sur n'importe quelle règle. Et il y en a certaines qui me semblent indispensables. Le respect, clairement, pour moi. Quand tu vas au-delà de ce qui est capable d'endurer le spectateur de ton spectacle, ben, tu ne vas pas vers ton objectif. Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir dans ta vie ?
Et du coup, qu'est-ce qui te rend dans une humeur neutre? Parce que pour moi, le vrai bonheur, c'est la neutralité. Bonheur et en plaisir, fait. c'est pas la même chose. Le plaisir, c'est l'immédiateté. Ouais. Le bonheur, pour moi, c'est du long terme. C'est-à-dire que j'ai du bonheur quand j'ai suffisamment anticipé mon travail pour les années à venir. C'est-à-dire que je vois à peu près le chemin dans lequel je vais m'engager. C'est quelque chose, moi, j'aime bien savoir ça. J'ai mon côté producteur qui prend ce truc-là. Et que j'ai suffisamment de recul pour me dire, putain, j'ai pas mal bossé ces derniers temps. Donc, je suis là, je regarde à gauche, à droite. Et ben, c'est cool. Je vois effectivement que j'ai une famille que j'aime et que j'ai le temps de voir. J'ai ma femme que j'aime et que j'ai le temps de voir. Grosso modo, quand les choses sont réalisées, c'est le moment où où je touche le plus cette sensation de bonheur, quoi. Pas forcément de plaisir. Ouais. Tu vois, par exemple, j'ai du plaisir à aller sur Instagram, mais je n'ai aucun bonheur à aller sur Instagram. Je déteste même ça. Non, mais je comprends. Ce truc de droguer. Qui te vraiment, génère de la dopamine, hein, pour le coup. Hein, et ben, le plaisir, c'est un truc de droguer. Et donc, c'est important, ça fait partie de la vie. Mais je veux dire, le plaisir que nous offrent les réseaux sociaux, par exemple, c'est un truc de droguer qui ne mène pas au bonheur. Et qui sont faits en plus en lien avec des chercheurs en neurosciences pour te provoquer ça. Parce que, en fait, nous, la libération de dopamine, ça vient de l'époque où on était chasseurs-cueilleurs. Et du coup, c'était notre récompense pour avoir trouvé quelque chose qui était bien pour nous. Ouais. Et donc, de créer cette espèce de début d'addiction. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a plus aucun manque. Non. Et du coup, on reporte ces libérations de dopamine sur des choses qui sont plutôt nuisibles. C'est pour ça que tout ce qui est très bon, tel le gras, le sucré, etc., ça fait autant de plaisir alors que c'est nocible. C'est qu'avant, on en avait tellement peu que quand on l'avait, c'était très bon pour le corps d'en avoir. Il fallait qu'on le recherche, ce truc un peu complexe, quoi, tu vois. Et je dirais ça aussi au sexe. Hein. Le plaisir, il y a une espèce d'immédiateté qui neutralise le bonheur qu'on peut avoir à créer une relation. Aujourd'hui où tout va très vite et tout se consomme. Non, mais t'as raison, c'est la vraie vision du bonheur, c'est effectivement de la longévité. Et du coup, toi, ton rapport à la planification, elle est intéressante parce que ça veut dire que ce qui te rend heureux, c'est le temps, ce qu'on appelle le temps pour soi, donc avec ta famille, tes enfants, etc. Et que pour que tu puisses profiter de ce temps-là, il faut que les autres temps, ils soient planifiés, organisés, et que tout aille bien de ce côté. Quoi, et quand là, je suis serein, du coup, je peux être dans l'instant présent avec mes enfants, avec les gens que j'aime. Et être dans l'instant présent, c'est ça le vrai bonheur. Hein. Dernière question, c'est sur ton hippocampe. Quelle est la chose, donc ton hippocampe en fait gère toute la mémoire plus procédurale ou la mémoire aussi des données que tu as acquises dans ta vie. Du coup, quelle est la question? Toi, t'as une hippocampe grosse comme ça. Elle dépasse ici la Quelle est la chose la plus complexe et ou la plus inutile que tu aies en mémoire? Il y a une période où je connaissais les 20 meilleurs sauteurs en longueur français. Ça, c'est un truc complexe et inutile. Et genre pendant 3 ans, je maîtrisais les cadets. Okay. J'étais cadet. Et donc je savais que j'étais à 13 cm d'être dans les 20. Okay. Ah oui, avec les distances. Puis au centimètre près. Hein, c'est vraiment du sans longueur. Et je crois que ça, c'est le truc le plus complexe que j'ai réussi à mémoriser sans en faire vraiment le travail. Hein. En fait, en vrai, le cerveau, la mémoire, c'est un petit peu comme une grande forêt amazonienne. Tu vois. Et quand tu vas déposer il y a encore du bois. Et quand tu veux déposer un souvenir, en fait, c'est comme si tu déposais un objet dans la forêt. Donc ça crée un sentier, une piste. Plus tu y vas, plus tu creuses la piste. Si tu y vas plus, la végétation reprend le dessus. Mais l'objet, il est perdu, mais il existe toujours. Mais donc il faut aller le. Et donc si tu as des petites astuces, c'est comme si tu mettais des petits flambeaux. Et même si la végétation repousse, tu vas voir le flambeau au loin. Après, tu vas en voir un autre. Tac, tac, tac. Et je vais te laisser disparaître de ton propre cerveau pour aller écrire ta vidéo d'aujourd'hui, qu'on peut retrouver sur la chaîne qui est dans la description. Et je vais faire tenir cette position extrêmement longtemps et le cercle ici. Je suis concentré. Allez voir son spectacle, il est en tournée dans toute la France. Vous avez un lien vers son site internet dans ma description. Et merci beaucoup à toi, Verino, d'être venu. Avec grand plaisir. Et nous, on met pas d'effets chelous, donc t'es encore là. Ah merde! Aujourd'hui, on va visiter le cerveau d'une humoriste que je connais depuis une dizaine d'années et qui, au fur et à mesure des années, s'est mis à faire des vidéos et à s'engager et à prendre aussi le rôle de grande personnalité publique ou d'avocate. Bonjour, je suis l'avocate de Pénélope Lyon. Vous avez compris, c'est Labajon, donc c'est parti, on va dans le cerveau de Labajon. Je suis chaude. On n'en demandait pas tant. Merci Anne-Sophie. Nous sommes donc dans ton cerveau et tu es chaude dans ton cerveau. C'est un bon point de départ. Et on va visiter chaque endroit de ton cerveau. D'accord. Du moment que ça reste que le cerveau, moi, ça me va. Mais après, il y a tous tes souvenirs dedans. On a accès à tout. Ah ouais? Ouais, c'est gênant. Hein. Quelle est la sensation justement la plus extrême ou la plus intense? Ne pense pas à ça. Je suis mentaliste, je le vois, c'est gênant. Quelle est la sensation la plus extrême ou intense que tu aies ressentie? C'est la première fois que j'ai mis les pieds sur scène. Où j'ai eu l'impression de faire un pas dans le vide. Ok. Tu te souviens en haut d'une... Ouais, j'avais
15 ans. Ah ouais. Et c'était deux devant. ans. Ouais, T'es trop ouais, mignon. c'est ça, t'es mignon. Ouais, je sais. Voilà. Et oui, il y avait 200 personnes dans la salle. Pour moi, c'est C'est comme pas si mal, il y avait, première scène déjà 200. mais, ouais. mais tu m'as bien regardé, je suis la Bajon quand même. Ouais, c'était la plus grosse peur de toute ma vie. Vraiment, j'ai vomi, j'étais violette avant de rentrer sur scène. C'est Après, ça on qui t'a grossit, fait la course de la scène après de... Ouais. Faut que je revive ça, c'était trop dingue. Ouais. C'est C'était une quoi le drogue. nom Hein. de la salle, tu te souviens ou pas? C'était dans mon lycée en fait. Ok. C'était dans une chapelle. Ok. Donc déjà à l'époque, je blasphémais. Ok, ah bah oui. C'est énorme. Et est-ce que tu te souviens de notre première rencontre ou pas? Parce que moi, je m'en souviens, mais parce qu'elle est sûrement plus marquante dans mon sens. Parce que moi, c'était ma première scène à Paris. C'était au Pranzo? Non. Au Café J'ai de Paris? pas connu. Non plus. C'était C'était au théâtre de 10h. D'accord. Et c'était un Ouais. plateau, je me souviens même plus le nom, théâtre de 10h. Mhm. Et tu étais arrivé là-bas et jouais avec les autres personnes. Et moi, c'était ma première scène. On s'en souvient bien de la Et, première. ouais. Et surtout, moi, je me souviens de vous tous qui aviez plus d'expérience que moi. Et je me disais, ah ouais. Moi, peut-être je vais pas passer, hein, du coup. Hein, tu vois, Mais tu sais que c'était chaud. j'étais dans le même état que toi. Hein. C'est-à-dire que t'as beau avoir fait plusieurs scènes, t'as toujours l'impression de débuter en vrai. Ouais. Deuxième question, comment tu fais pour créer les choses, pour créer un texte, pour créer un personnage, pour créer... Déjà, j'imagine le costume, c'est-à-dire le métier Ok. du personnage, ça m'aide vachement. Ok. C'est souvent par là on va déterminer un petit peu l'angle le plus pertinent. À partir du moment où j'ai déjà le perso, ça m'aide à trouver un ton et à aller plus loin. Ah, en tu fait. trouves l'emballage de la boîte avant Ouais, de savoir c'est ce que ça, tu mets c'est ça. dedans, quoi. Ouais. Mais c'est pas une règle. Hein. C'est-à-dire que je te dis ça, mais c'est Ouais, c'est pas un forcément être ça à processus, chaque fois. mais ouais. J'ai des flashs comme ça. C'est plus des flashs qui me Ouais. viennent. Mais je comprends que ça puisse te guider. Nous, quand on écrit une vidéo, par exemple, Mhm. on cherche souvent le titre en premier. Et même si on ne le respecte pas après, qu'on va en changer, ouais. on aura eu un angle d'écriture Voilà, pour cadrer un peu. Ouais. Peut-être aussi qu'on crée mieux sous la contrainte et qu'en s'imposant une contrainte de dire c'est quoi le costume de mon personnage pour ma prochaine vidéo, ça va t'aider à te donner un rail. Oui, déjà, c'est une piste en fait. Ok. À partir du moment où tu as déjà une piste, c'est très bon signe. Voilà. Et après, tu explores tous les univers possibles sur la personne. Exactement, et scannes comment toutes les elle blagues peut possibles. évoluer. Et comment, parfois, j'essaie de m'imaginer aussi comment le personnage dort, qu'est-ce qu'il aime manger. Le quotidien. Ouais, j'aime bien, ouais. C'est pas con ça de faire un questionnaire de Proust limite pour le personnage, pour savoir vraiment qui il est. Mais c'est une méthode et ça le américaine. nourrit, hein, ouais, c'est, ouais. Mais oui, ok, je comprends ouais. mieux, d'accord. Et après, t'écris ou vous écrivez à la vanne, et après tu gardes et tu construis le texte. Ouais, Ok. exactement. Après, ça se ressent dans la mécanique de tes vidéos et c'est Oui. ce qui fait que le rythme est très bon parce qu'en fait, il y a toujours une prochaine question. Et encore en fait, dès qu'il y a une question, tu veux la réponse et ça s'enchaîne super Et j'aime bien casser le rythme à la fin, c'est-à-dire vraiment partir dans une fiction. Et on fait des références cinématographiques. Bah, j'avais vu avec Retour vers le futur, Voilà, les trucs c'est comme ça, ça. ouais, qui étaient très, ouais. très J'aime cool. bien, Retour vers le futur, c'est une des premières où je me suis dit, ah oui, là, il commence à partir sur des délires après. Ouais. Et puis, ça change en fait. C'est-à-dire que tu es dans un espèce de rythme question-réponse. Et tiens, hop, il y a une fin à laquelle on n'avait pas pensé. Et personne ne peut deviner en regardant par exemple la vidéo du cheminot que ça va se terminer en Retour vers le futur. Ouais, complètement. Comment on fait pour filmer dans un train? T'as pas eu d'autorisation de soi? Ouais, non. On connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, on arrive vite à la gare. Et... Je suis hors la loi, hein, moi. Ouais. Et, Pardon. non, mais on avait demandé l'autorisation, ils n'ont pas voulu. Ouais. Et donc, du coup, on s'est dit, on coup, va quand même le prendre. faire. Ouais, on va la prendre. Bah oui. Et c'est drôle parce que maintenant, les cheminots, quand je les croise, j'ai un contrôleur dans le TGV ou quoi, ils sont hyper gentils, ils sont hyper contents de me voir et ils me font des câlins. Et ils ont adoré la vidéo, comme quoi, voilà. Et puis, c'est pas du tout une critique méchante de la SNCF, en vrai. Ouais. Quel est ton plus vieux souvenir en rapport avec le rire? L'un de mes plus gros fous rires, ça a été l'un des premiers. C'est, je me souviens que j'étais dans le salon avec une amie et en haut, chez mes parents, il y avait mon frère qui regardait Le Père Noël est une ordure. Okay. Et il y avait le passage, alors maintenant on le connaît tous, donc ça fait moins rire, mais à l'époque où on était pliés en 12, quand il dit oui, je t'encule Thérèse, je te défonce, tu m'entends, je te défonce, parle pas au pédère, passe-moi la gouine. Et ben ça, en fait, j'en ai chialé. J'en ai chialé. Voilà. En plus, c'était ouf parce que Le Père Noël est une ordure.
pour moi, c'est un des premiers films où on retrouve ce qu'on connaît nous en café-théâtre. Ouais. C'est-à-dire l'humour des fois qui envoie un peu grave Ouais. et que tu avais sur un film, c'était dingue, quoi. Et ouais, et c'est vraiment Josiane Balasco qui m'a donné envie de jouer en fait. L'amour Ok. du jeu, c'est en l'imitant. Quelle est la plus grosse connerie que tu as entendue dans les médias? Parce que j'imagine que quand tu prépares les vidéos, tu fais un peu Il y tes en a eu recherches, tes machins. tellement aussi. Mais La c'est question quoi est où là vachement vraiment dure. tu t'es dit limite, je peux pas traiter de ça parce que si je le répète en personnage, on va se dire c'est trop gros. Bah, Julie Gradiani. Ok. Elle, quand on l'a fait sur scène, quand on s'est foutu de sa gueule, elle était tellement allée loin que, T'as en été fait, obligé de sur réduire. scène, ça n'a pas pris. Les vannes qu'on a faites sur elle, elle était déjà elle-même une énorme vanne. Ouais. Et donc, du coup, c'était chiant parce que pour la tacler, Incaricaturable. c'était Bah ouais, très, ouais, c'est très, ça. très difficile. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est qu'elle est au-dessus de Trump. en Elle fait, est au-dessus quoi. de mes Ouais. persos, en fait. Ouais, Ouais, c'est ça. Ouais. Penses-tu que l'humour peut véhiculer des messages et changer des choses, des thèmes, des buts, des engagements? Donc en clair, est-ce que Ah bah oui, on oui. sait qu'on peut tout dire en humour, Ouais. on peut tenir, mais est-ce qu'on peut changer quelque chose justement, faire une prise Ouais, de conscience de quelque je pense chose? vraiment. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais ce métier, c'est pour changer déjà le quotidien des gens. Ouais. C'est-à-dire ceux qui viennent dans une salle de spectacle, ça leur change leur quotidien déjà de rire pendant 1h30. Tu ressors et déjà t'as amélioré, je pense, Ouais, ton c'est vrai, quotidien. bien sûr. Maintenant, oui, changer les choses, c'est-à-dire faire prendre conscience sur certains sujets de tel ou tel aspect. J'espère en tout cas. J'espère. Qu'est-ce qui te fait le plus kiffer dans ta vie? Qu'est-ce qui t'envoie le plus de dopamine? Qu'est-ce qui te fait, autre que le sexe et le sport, hein, ça on le sait, qu'est-ce qui t'envoie vraiment de la dopamine? Le rire des gens. Ouais, vraiment. Recevoir le rire des gens, donc Ouais, quand tu es ouais, sur ouais. scène, tu te shootes en Oui, fait. oui, complètement. C'est fabuleux. C'est-à-dire que on a fait en sorte aussi dans le spectacle que les gens viennent pas uniquement pour rire, ils repartent avec d'autres émotions. Ouais, quand tu fais rire une salle entière comme tu arrives à le faire, c'est différent d'un applaudissement. Un applaudissement, ça peut se réclamer, ça peut se faire sur commande, ça Ouais, peut se tout à faire fait. pour faire plaisir. Ouais. Un rire, il est spontané ou il Ouais. n'est pas. Et quand toute une salle rit en même temps, ça peut pas être un hasard, quoi. Donc, Exactement. Mais même c'est quand la il y a récompense ultime. une personne, ça a dû forcément t'arriver, qui part en fou rire, j'arrête le spectacle, je descends, je lui fais un câlin. Tu fais beaucoup de câlins aux gens, c'est ce qu'on apprend dans cette vidéo, hein, aux cheminots, aux gens qui rient. Ah ouais, je suis quelqu'un de très tendre. Ouais. Mais oui, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment devenu une drogue parce que, pour moi, il n'y a rien de plus beau que le rire. Et d'ailleurs, il ne nous reste plus que ça, hein, quelque part. Du coup, quelle est la chose la plus complexe ou la plus inutile que tu aies retenue dans ta vie? Je sais que tu as retenu plein de choses. Par exemple, tu as retenu des textes de théâtre entiers parce que tu es comédienne aussi, tu as joué dans pas mal de pièces. Tu as joué plusieurs one-man shows à toi, donc tu as tous ces textes-là. Mais Ouais. quel est le truc le plus complexe ou le plus inutile que tu as mis dans ta tête? Par exemple, en maths, tu vois, le théorème de Thalès. Tu as tout ça encore en tête? Tu as encore tout téléchargé? Non, mais c'est des trucs comme ça que vraiment qu'on nous a demandé de retenir et que je trouve vraiment inutiles. J'aurais bien aimé, moi, à l'école, qu'on t'inculque des trucs vraiment qui vont te servir. Ouais. En fait, Comment remplir une feuille d'impôt. Ah oui, ouais, de la vie sociale. Ouais. Ah, c'est pas con. Comment ouais. faire un entretien d'embauche, s'en sortir dans telle ou telle situation. Des vrais cours de vie sociale. Mais en fait, ça Ouais. rejoint avec ton spectacle où tu parles de l'utilité des choses et de Ouais. l'utilité de certaines décisions et tout, C'est ça. d'être un peu plus pragmatique en fait. Moi, Je trouve que l'école, Mais oui. vraiment, c'est là où on t'apprend le plus de choses inutiles. Par exemple, tu vois, demain, si je le souhaite pas évidemment, mais quelqu'un de ma famille meurt, Ah et oui, je sais quoi pas faire, moi. comment on fait. On n'est pas préparé à plein En de fait, trucs. qui t'appelle à ce moment-là et qu'est-ce que tu fais? C'est ça, quoi que comment ça tu engendre, fais ouais. Il C'est pas y a con, peut-être hein. un tuto. Je vais faire un tuto, c'est ce que j'allais dire. Faire un tuto. C'est ça. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse un tuto avec la Bajon sur gère bien ton décès. Ouais, Enfin, le décès de tes proches, hein, du coup. c'est ça. Écoute, on sait pas mal de choses sur toi. On a visité ton cerveau, on a vu des images apparaître en même temps. Il y a des nouvelles images qui vont être téléchargées. C'est tous les spectacles que tu as fait en tournée. Oui, Et, ouais. tout est sur ton site, on le met en lien dans la description. Je mettrai aussi un lien vers ta date à l'Olympia, parce Ouais. que tu fais l'Olympia en 2021. Le 21 février. Ouais. Si ce concept vous intéresse, vous likez cette vidéo. Vous pouvez proposer des noms d'invités dans les commentaires. J'ai vraiment envie que vous fassiez ça et j'irai aussi piocher à l'intérieur et j'essaierai de les contacter. Abonnez-vous à ma chaîne également par la même occasion. À très bientôt. Ciao!